Bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Le pouvoir au féminin, où nous allons à la rencontre de femmes qui ont brisé le plafond de verre pour écouter une autre voix sur l'exercice du pouvoir en entreprise. Ce podcast est dans la continuité de l'activité de l'entreprise Henso Act, qui accompagne les organisations dans le changement de leur rapport au pouvoir pour une gouvernance plus sereine et efficiente face aux transformations à venir. Si vous êtes en réflexion sur l'organisation de votre gouvernance d'aujourd'hui ou de demain, ou si vous souhaitez repenser vos modes de management, vous pouvez m'écrire directement sur LinkedIn et vous pouvez retrouver toutes les informations sur Henso Act dans le descriptif de l'épisode. Belle écoute! Je me suis posé beaucoup la question, c'est quoi le management féminin, le management masculin? Je pense pas qu'il y ait in fine de management typiquement masculin ou féminin, mais il y a quand même des codes que la société intègre sur agir comme ça, c'est agir comme un homme. Donc agir dans des postures de très, on va chercher la performance, on va chercher l'endurance, on va conquérir. Enfin, tu vois, tous ces trucs très boostés. T'as la testostérone, hein, très viril. Ou alors on est très autoritaire. On dit c'est ça la direction, c'est ça que je veux. Ça, c'est plutôt des attributs, on devrait dire masculins. Mais j'ai vu ce genre de comportement haut perché sur des loups-boutins. On pourrait même se poser la question, est-ce qu'une femme virile égale un homme doux? Non, en fait, je pense qu'il y a juste des êtres humains, et c'est plutôt ta personnalité qui va teinter ton management que ton genre. L'action, c'est le pouvoir de changer les choses. On devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants. On est à 17%. On devient femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, c'est pas un but. C'est Madame la Présidente. Bonjour Mylène. Bonjour Nelly. Tu es directrice transformation chez Spring Lab depuis bientôt 3 ans. Tu as fait la majorité de ta carrière dans le conseil avec un passage de prof à l'INSEC. Nous avons été collègues, d'où le fait que nous allons nous tutoyer. J'ai souhaité t'interviewer parce que moi, j'ai observé ton évolution comme l'une des 2 premières femmes membres du CODIR où nous travaillons. Alors, tu m'as dit qu'il y en avait une autre avant, mais elle n'était pas là quand je suis arrivée. Et tu es devenue donc membre du CODIR à 29 ans. Du coup, lorsque j'ai créé ce podcast, moi, j'ai eu très envie d'avoir ton opinion sur ton parcours et ta vision sur ce qu'est le pouvoir en entreprise. Merci d'être là. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce podcast ? Merci Nelly, déjà merci de me recevoir. Ce qui m'a donné envie de participer à ton podcast, c'est quand j'ai écouté ton annonce. À un moment donné, tu parlais de la posture assertive d'une femme et cette posture assertive, tu la décrivais comme ne jamais remettre en cause l'ordre établi et essayer de donner son opinion pour faire en sorte qu'elle n'empiète jamais sur celle des autres. Et moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais moi, je suis l'inverse de ça, en fait. Pour moi, parler, c'est par essence aller chercher une forme de remise en cause, en tout cas de réinterrogation de l'ordre établi. Et je me suis dit, mais si c'est ça, le pouvoir au féminin, être assertif pour surtout monter les échelons doucement, mais sûrement, et surtout sans remettre en cause quoi que ce soit, alors pour moi, c'est pas ça être dirigeant ou être leader aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit, oui, j'ai envie de partager ma façon de voir et de faire les choses au quotidien parce que je ne suis pas sûre d'avoir tout le temps cette posture assertive. Alors, j'ai appris à l'avoir, mais je suis pas sûre de cocher toutes ces cases pour incarner cette fameuse assertivité. C'est quoi pour toi la posture de dirigeante leader ? Dirigeant, je pense qu'il y a un mot qui est assez intéressant, c'est de donner la direction. Et donner la direction, c'est forcément avoir des partis pris, des convictions pour se dire, il faut plutôt aller par là ou par là, le chemin A, le chemin B ou le chemin C. Et du coup, avoir la responsabilité d'emmener ces gens et l'entreprise qui va avec dans cette direction-là qui est pas nécessairement la direction qu'on a tout le temps prise. Et être dirigeant, leader aujourd'hui, pour moi, c'est se poser la question de dans quel sens, dans quel monde on veut aller, sur une trajectoire, dans un monde à plus de degrés. Concrètement, on ne peut pas se dire que c'est la même direction qu'on a toujours prise. Donc, il faut forcément bousculer un peu l'ordre établi, bouger les lignes pour reprendre les mots d'introduction de ton podcast, pour faire avancer les choses. Et dirigeant, pour moi, c'est ça, c'est prendre la responsabilité de choisir un chemin pour construire quelque chose de nouveau. Tu as dit tout à l'heure, l'assertivité, c'est l'ordre établi, et tu as dit, moi j'ai appris cette posture, mais en même temps, je ne suis pas vraiment. Pourquoi tu dis que tu l'as apprise ?
j'ai pour réputation, et ça, on me l'a dit, mais ça devient une marque de fabrique, d'être assez franche. Alors, si ça a pu me jouer des tours en interne dans mes cabinets, ça n'a jamais été un problème pour mes clients en revanche. Donc c'est aussi intéressant. Mais j'ai appris parce que naturellement, quand tu arrives sur le marché du travail, on te pose la question de ce que tu penses, surtout dans un métier de conseil. Alors tu le dis et puis tu te rends compte que parfois, quand les vérités sont difficiles à entendre et à être intégrées, et que du coup, il faut apprendre à leur donner un joli costume pour qu'elles deviennent audibles et que surtout, elles ne remettent pas trop en cause les personnes. Parce que je trouve qu'il y a parfois un problème aussi en entreprise, c'est que le contenu du message que tu donnes, parfois, la vérité que tu vas énoncer, aussi franche et sincère et vraie soit-elle, va remettre en cause la personne. Donc on s'intéresse plus en gros à attention à quel point ça vient frotter et chatouiller les statuts des uns et des autres plus qu'au contenu de ce que tu dis. Et donc moi, naïvement au départ, je disais les choses et puis je me prenais un petit boomerang et puis après... on me l'a dit déjà, on m'a expliqué. Et heureusement, en même temps qu'on me l'a dit, parce que du coup, j'ai appris à choisir les bons mots, la bonne tonalité, pour me faire entendre et faire avancer les choses. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on te dit ou qu'on t'apprend. Alors, j'arrive toujours maintenant, enfin, le plus souvent en tout cas... ça dépend à quel point je suis passionnée sur le sujet, on va dire. À dire ce que je pense et à créer une atmosphère et un environnement pour que ce que je dise soit entendu, compris et que ça fasse bouger les lignes. Mais parfois, je n'y arrive pas. Mais je te dis, ça dépend à quel point je suis engagée et habitée par le sujet. Qu'est-ce que tu as comme réaction quand tu n'y arrives pas ? Qu'est-ce qui te fait dire que tu n'y arrives pas ? Déjà, tu le sens, toi, c'est quand tu commences à être un petit peu en colère, une femme en colère, c'est pas forcément bien vu, et ça, auprès d'un public masculin comme d'un public féminin, hein, j'ai pu voir les deux. À partir du moment où tu t'énerves, t'as perdu. De mon expérience, c'est ce que j'ai vu. Quand tu t'énerves, t'as perdu. Sauf quand t'es président ou présidente, généralement, t'arrives à faire passer du coup en force tes trucs, mais bon, quand tu fais passer en force, généralement, c'est jamais pérenne. Quand j'arrive pas, moi, je le sens déjà dans mes tripes. Je suis en colère et il faut faire attention à cette colère. Et puis tu le vois tout de suite dans le regard de tes interlocuteurs aussi. Tu vois que là, tout d'un coup, il y a des postures qui se ferment et tu sais que quel que soit le contenu de ce que tu voulais dire, en fait, ça marchera pas. Donc il faudra y revenir différemment ou pas, mais en tout cas, tu devras trouver un autre moyen et attendre peut-être un peu que les choses se tassent. Donc je pense que la leçon à retenir, c'est que de mon expérience en entreprise, on arrive à faire avancer les choses à condition de garder un tempérament assez contenu. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut pas dire ce que tu penses, mais apprendre à le maquiller, je dirais, sans jamais le travestir, parce que ça, c'est ma limite. Habiller un peu ce que tu veux dire pour le rendre plus audible, ouais. C'est un truc que j'ai appris. Quand je t'entends, ça a l'air d'être un travail d'équilibriste, quand même. Ouais, clairement. Quels sont les moments dans ta vie qui t'ont permis d'apprendre ça ou qui t'ont dit, non, là, il faut vraiment que j'apprenne à faire différemment ? Il y en a plusieurs. Je me rappelle d'un moment où j'étais donc dans un comité de direction. Il était question de la promotion de quelqu'un, d'une femme en l'occurrence. Et je me rappelle m'être un petit peu emportée parce que je trouvais que les retours qui étaient faits sur la personne n'étaient pas du tout au niveau de ce qui était attendu. Et pour X, Y raison, cette personne pouvait tout à fait intégrer l'équipe en question. Et moi, j'étais là, mais attendez, il y a 6 mois, ils avaient un discours tout autre sur cette personne. Et là, en 6 mois, tout avait changé, tout était merveilleux. Et j'étais là, non mais... j'avais pas compris ce revirement de situation et je m'étais un peu mise en colère en me disant mais il y a d'autres personnes qui sont passées par là, on a été très 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 exigeants et pourquoi on changerait de façon de faire avec ces personnes-là? Et donc du coup, je m'étais mise un petit peu en colère et à un moment, du moment où je me suis mise en colère, j'avais compris que du coup ma parole ne serait pas entendue et que je vais utiliser, et j'assume ce mot, un peu chiante, de la ramener, de mettre en avant que il y avait une différence de traitement qui n'était pas justifiée par rapport à cette personne pour accéder à des fonctions supérieures. Donc là, par exemple, je me rappelle très très bien que je me suis dit oula, puis on me l'avait dit en off après, à partir du moment où tu t'es énervé, c'était foutu. Et je me suis dit merde.
Et donc, je me suis dit, la prochaine fois, Mylène, tu retiens enseignement, c'est pas grave. Quand tu sens que ça monte, que ça bout un peu, tu prends une inspiration, une expiration, et c'est le signal qui te fait dire que tu dois absolument contenir et du coup mesurer tes propos pour te faire entendre. T'as parlé de l'effet boomerang tout à l'heure. C'est un des effets boomerang, j'imagine, ce que tu viens de raconter. Est-ce qu'il y a d'autres effets boomerang ? Parce que boomerang, c'est assez fort quand même. C'est tu l'envoies et tu le reprends dans la figure quand même. Ah bah ouais, c'est assez personnel, mais pour atteindre mes premières fonctions managériales, ça s'est pas passé crème, comme on dit. J'ai dû, le fameux plafond de verre, j'ai dû le casser à coups de massue, parce que arrive l'heure de l'évaluation annuelle, et là on me dit, on fait une évaluation annuelle de mon travail de l'année, et moi quand je lis le truc, je me dis mais c'est pas possible, la personne qui le décrive, ce n'est pas moi, et ce qu'on me propose, mais ce n'est pas moi. Alors j'ai fait l'erreur aussi de pas assez dire peut-être ce que je voulais en amont, et ça avec du recul je m'en rends compte. Mais du coup, moi, j'étais absolument pas d'accord avec le constat qui était fait. Donc, ce que j'ai fait, les évaluations étaient faites par mon N+1 et mon N+2. Donc, je suis passée par mon N+3. J'ai repris point par point mon évaluation et j'ai dit pourquoi c'était pas vrai avec des exemples concrets pour montrer qu'il y avait eu un manquement dans la manière de m'évaluer. Et que du coup, je demandais à ce qu'on refasse mon évaluation, mais du coup, cette fois-ci, au bon niveau, quoi. Alors, du coup, on a refait mon évaluation, mais ça s'est fait un peu plutôt en off, et c'est comme ça que j'ai intégré mes premières fonctions hiérarchiques et managériales. Mais donc du coup, je les ai complètement bypassées pour intégrer cette nouvelle équipe. Et l'effet boomerang, c'est que si de façade, on m'a dit bienvenue Mylène, c'est super que tu sois là, j'ai très vite été marginalisée. Alors après, peut-être que moi-même aussi, je me suis mise dans cette posture puisque j'avais dû taper du poing très très fort sur la table pour intégrer l'équipe. Mais l'effet boomerang, c'est qu'après, je me suis jamais vraiment sentie intégrée pleinement. Alors même si, in fine, ça se passait quand même très bien, et j'ai jamais eu de problème de légitimité une fois arrivé. Ça a été dur, et le boomerang, c'est que ça m'est retombé dans la tête, c'est que quand tu tapes aussi fort du poing sur la table pour avoir ce que toi estimes être à ton niveau et ce que tu mérites, ça a forcément un revers de la médaille. Et je te dis, j'ai été marginalisée au point même où parfois mes pairs oubliaient de me citer, alors peut-être volontairement ou involontairement, mais dans des grands rassemblements annuels, on disait ah oui, machin, et on citait tout le monde du comité de direction sauf moi, quoi. Plusieurs fois c'est arrivé. Alors heureusement, il y avait toujours des gens des équipes qui disaient ah, il y a Mylène aussi. Je disais ah, merci. Si c'était à refaire, tu le referais comme ça ? Alors oui, l'enseignement que je tire, c'est que j'aurais dû plutôt me poser la question de ce que je voulais vraiment. Parce que moi, je fonctionne un peu... je sais très bien ce que je veux pas, mais ce que je veux, j'ai un peu plus de mal. Et c'est quand j'ai compris qu'on m'a fait l'évaluation qu'en fait, je voulais pas ça, que j'ai compris ce que je voulais. Donc ça, je pense que c'est mon erreur, et j'ai appris à essayer plutôt de me poser la question de Mylène, qu'est-ce que tu veux vraiment ? Mais face à ce que j'ai considéré à l'époque comme une telle injustice, bien sûr que je ferais pareil. C'est la limite à pas franchir sur ce que tu peux accepter qu'on dise de toi, et à quel point tu peux accepter que ton travail ne soit pas reconnu au bon niveau, quoi. Je le ferais peut-être différemment, mais je pense que je changerais pas le coup du poing sur la table ou le coup de massue, ou on l'appelle comme on veut, parce que il m'a fait du bien, quoi. Qu'est-ce qui fait que le N+3 a accédé à ta demande ? On se connaissait très très bien, on avait beaucoup bossé ensemble. Je pense qu'il avait très envie de me garder dans la boîte et qu'il voulait pas que je parte, et que indirectement il a vu et compris qu'il y avait vraisemblablement une partie de l'évaluation ou des éléments qui n'étaient pas le reflet de ce qu'il avait peut-être pu observer lui aussi, et donc du coup je pense qu'il m'a aidé, puis il avait l'autorité aussi pour le faire, mais clairement il a joué en ma faveur à l'époque, ouais. Qu'est-ce qui fait que tu t'es sentie légitime dans ce poste ? Parce que t'allais le chercher. Je sentais que il y avait des sujets sur lesquels je pouvais le faire. Je sais pas, typiquement manager une équipe. Déjà, en plus, quand tu fais du conseil, tu manages déjà des gens sur mission et des consultants. Donc, je voyais pas vraiment... Et ça marchait très très bien. Donc, je voyais pas, en gros, pourquoi ça pouvait marcher et plutôt bien avec des clients sur des missions, donc avec des liens fonctionnels, et pourquoi ça pouvait pas marcher en hiérarchique. Parce que pour moi, les recettes étaient à peu près les mêmes, si ce n'est qu'il fallait peut-être plus ancré, avoir un accompagnement plus personnalisé
et peut-être plus fin sur l'accompagnement d'une équipe et des consultants, mais je sais pas, je le savais que ça allait marcher, que j'aurais pas de problème du tout sur ce sujet-là et que je le ferais à ma manière parce que j'avais déjà pu le tester sur mission, donc j'ai jamais douté de moi là-dessus. Alors après, peut-être que je doutais peut-être un peu plus à l'époque sur la capacité à avoir une vision stratégique et encore, c'est plus que c'était nouveau alors et que du coup moi je connaissais personne dans ma famille qui avait eu ce genre de poste ou de direction, donc j'avais pas vraiment de repères, donc tu sais pas trop et c'était plus de l'inconnu, mais j'ai jamais douté de moi sur la capacité à réussir le challenge, donc je me suis dit qu'il fallait aller le chercher et puis je te dis au moment où j'ai vu en gros ce qu'on me proposait, je me suis dit ah mais en fait non c'est pas ça quoi. Qu'est-ce qu'on te proposait ? Un espèce de palier tout doux pour commencer à manager mais pas trop manager. Enfin, c'était un truc mi-figue, mi-raisin, quoi. Alors, c'était sans doute peut-être pensé pour faire une rampe de lancement douce, peut-être, mais c'était trop mi-figue, mi-raisin et c'était... je trouvais que ça préservait aussi un certain entre-soi au-dessus, que je pouvais manager des équipes, mais pas trop seniors, mais je faisais partie de l'équipe de direction, mais en fait j'étais quand même rattachée à un... Enfin c'était un truc qui n'avait pas de sens, c'était pas clair, et moi quand c'est pas clair, pas carré, j'aime pas, parce que du coup c'est... Tu sais pas trop à quoi t'en tenir, donc moi j'ai une grande passion pour les organigrammes, j'adore ça, j'adore regarder les organigrammes, ça dit énormément de choses. Le charme du point des pointillés ou le charme du trait plein dit tellement de choses et la manière de représenter les choses, et typiquement si on avait dû faire un organigramme de ce truc là ça aurait été le bordel, donc moi j'aime pas quand c'est le bordel et que c'est pas clair, donc je suis pas à l'aise dans les situations trop grises, j'ai jamais aimé ça. Comment ça s'est passé ensuite ? Parce que quand je t'ai demandé quand tu te sentais légitime, tu m'as parlé management. Tu m'as dit la vision plus ou moins. Tu m'as dit aussi que tu étais mise à l'écart. Finalement, comment tu as été accompagnée en fait dans cette prise de poste ? Je pense pas vraiment que je l'ai été en fait. Si tu veux, comme je suis arrivée un peu comme ça, ça aurait été compliqué aussi peut-être de demander de l'aide. Et puis non, je suis pas sûre d'avoir été accompagnée. Je suis pas sûre d'avoir demandé de l'aide non plus. Donc ça, c'est aussi pour ma propre remise en question. Et puis en fait, j'ai l'impression que je m'en sortais plutôt pas mal aussi dans l'absolu. Qu'est-ce qui te faisait dire que tu t'en sortais bien ? Les équipes étaient plutôt très contentes d'être managées par mes soins entre guillemets. Et puis les clients qui continuaient à demander des reventes et donc des suites. Donc si tu demandes une suite, c'est que ça marche quand même. Donc les clients, les équipes et puis certains associés aussi qui étaient plutôt demandeurs et puis qui avec le temps, je pense, ont vu la valeur ajoutée alors que je pouvais apporter. Ouais. Donc ça marchait en fait. Ça a marché. Donc au final, pas trop de tant de problèmes que ça une fois arrivé. Si ce n'est la marginalisation qui est aussi de mon fait, mais aussi du fait du collectif. Oui, après tu disais en intro que tu avais vraiment cassé très fort le plafond de verre, puisque du coup t'as bypassé pour rentrer, mais tu dis que quand t'es rentré, après ça a été... T'as dit au tout début que pour toi c'était très important d'avoir de l'impact. Et t'as même dit, j'en avais marre, au-dessus c'est que de l'entre-soi, et j'avais envie que ça bouge. Qu'est-ce que t'as réussi à faire bouger ? Ou alors, est-ce que t'as réussi à faire bouger déjà ? Alors ces questions-là, de toute façon, je pense que tu as toujours une réponse a posteriori. Parce que quand t'es dedans, t'as le nez dans le guidon, y a des choses qui sont compliquées. Je sais pas si dans l'entreprise, en soi, sur des sujets concrets, je peux te dire que j'ai réussi à faire bouger les lignes, mais à mon humble échelle, je pense avoir inspiré qu'il était possible, et aussi auprès de tes clients, d'être une jeune femme, du coup, et de pouvoir incarner un rôle de leader à sa façon. On a tous une signature, une façon de faire quand on fait les choses. Et du coup, je sais que ça a un impact parce qu'on me disait que on était plutôt content de faire partie de mon équipe. Non pas parce que c'était gâteau bonbon à volonté. Non, parce que c'est pas... Même si j'aime beaucoup les gâteaux, les bonbons, mais c'était pas ça. C'est vraiment qu'il y avait un parcours, un accompagnement. Et c'est des gens que j'ai on s'appelle toujours. Et d'ailleurs, on m'appelle toujours des années après pour me dire « Mylène, j'ai un choix stratégique de carrière à faire. Qu'est-ce que tu crois que je devrais faire ?» Donc, c'est que, voilà, il y avait des choses qui étaient bien. Donc, je pense que j'ai inspiré sur « Oui, tu peux être une femme. Oui, tu peux être jeune. » Et tu peux, du coup, faire valoir tes droits. Je pense que j'ai aussi inspiré à l'inverse en se disant oui, tu peux faire tout ça, mais attention à quel prix, parce que à nager à contre-courant, soit tu bois la toisse, soit tu finis par te noyer. Donc pas simple, mais a posteriori, je pense que j'ai inspiré plutôt des femmes, des
de gens qui étaient entre guillemets N-1, N-2, sur oui, c'est possible de le faire, c'est à ta portée et à ta façon. Parce que je me suis pas travestie une fois que je suis arrivée dans cette équipe. Je suis restée quand même assez moi, alors moi, peut-être un peu plus polissée, même si j'aime pas trop ce mot-là. Mais je suis quand même restée moi. Et je pense aussi, chez mes clients, d'avoir une femme jeune qui murmure à l'oreille de dirigeants et dirigeantes, parce que j'étais jeune et je le suis toujours, d'ailleurs. C'est surprenant au départ. Je pense que d'ailleurs, il y a un associé qui m'avait dit au départ, quand on démarrait une mission, il dit « Ah non, mais elle, non mais t'es sûre que elle, ça va le faire parce qu'elle est jeune, parce que, enfin, franchement, t'es sûre. » Et l'associé avait dit « Non, mais t'inquiète pas, c'est la personne qu'il te faut et tout, etc. » Et donc, c'était d'ailleurs une super mission et j'en garde de très très bons souvenirs. Donc, un impact plus sur la manière aujourd'hui de gérer qui tu es et ce que tu peux être. En tout cas, dans cette expérience-là. Aujourd'hui, j'ai plus d'impact dans mon expérience actuelle parce que j'ai pris en charge, du coup, la transformation stratégique du cabinet vers l'impact, justement. Et donc là, j'ai encore plus d'impact puisque je fais mon métier, mais à l'échelle d'une entreprise pour vraiment la transformer à prendre un nouveau chemin, une nouvelle voie, une nouvelle direction, comme je disais au départ. Et là, l'impact est décuplé et j'adore ça. C'est super. Oui, aujourd'hui, tu es directrice. Comment ça s'est passé, cette prise de poste de directrice ? Très, très, très bien. Alors, c'est une entreprise très, très familiale. Donc, et puis, tu arrives directement avec ce statut-là. Donc, en fait, je pense qu'une fois que tu as atteint un certain statut, même si j'aime pas raisonner par titre et statut, tu fais partie intrinsèquement d'un club. Alors, il se trouve que c'est une boîte aussi avec quasi exclusivement des femmes. Donc, peut-être que c'était aussi plus simple. Mais ça s'est très bien passé. Et je me suis même trouvée un peu, moi, au départ, un peu trop... alors, c'est marrant à dire, mais peut-être un peu trop masculine dans un univers un peu trop féminin. Parce que moi, j'avais fait 10 ans de conseil dans des univers quasi... en interne, en tout cas, enfin, un top management quasi exclusivement... masculin, donc il faut un petit temps d'adaptation histoire de dire ok, d'accord, donc ok, ça fonctionne comme ça, donc on va essayer d'aller aussi un peu plus dans ce sens-là pour être en accord avec la culture. Ça veut dire quoi être masculine concrètement ? Alors je me suis posé beaucoup la question, mais alors c'est quoi le management féminin, le management masculin ? Je pense pas qu'il y ait in fine de management typiquement masculin ou féminin, mais il y a quand même des codes que la société intègre sur agir comme ça, c'est agir comme un homme. Donc agir dans des postures de on va chercher la performance, on va chercher l'endurance, on va conquérir, enfin tu vois, tous ces trucs très très boostés, t'as la testostérone, très viril, ou alors on est très autoritaire, on dit c'est ça la direction, c'est ça que je veux, ça c'est plutôt des attributs, on devrait dire masculins, mais j'ai vu ce genre de comportement haut perché sur des loups-boutins. On pourrait même se poser la question, est-ce qu'une femme virile égale un homme doux ? Non, en fait, je pense qu'il y a juste des êtres humains et c'est plutôt ta personnalité qui va teinter ton management que ton genre. Même si il y a quand même quelques... Alors, j'ai fait top management exclusivement masculin, plus exclusivement féminin. C'est vrai qu'il y a quand même des différences. Ouais, je pense qu'on est tous des êtres humains et ce qui teinte vraiment, c'est ta personnalité. Il faut connaître ces codes et savoir que c'est certain que quand t'es une femme, je pense que t'as moins le droit à l'erreur que les hommes, parce que t'emporter, du coup te mettre en colère, tout de suite tu finis vite dans la figure d'hystérique ou de chieuse. Et là, non seulement toi, tu n'es plus prise au sérieux, mais tes propos aussi ne sont pas écoutés. Donc, c'est ce que je disais au départ. Donc là, c'est game over, direct. Mais une fois que tu as compris un peu ça et que je te dis, sans jamais travestir le fond, tu arrives à rendre audible la forme, ça va, tu t'en sors mieux. Il y a plusieurs choses dans ce que tu dis, et il y a un truc qui est extrêmement important que tu répètes très souvent, c'est ne pas se travestir. Ça, c'est hyper important pour toi. Ouais. Et à côté de ça, quand tu as parlé de ton premier poste dans un univers exclusivement masculin où tu as percé le plafond de verre à coups de tronçonneuse, perceuse, ce que tu veux, enfin t'es y allé,
Tu disais que finalement, tu n'avais pas voulu te travestir, rester toi, mais que tu t'étais quand même adapté à une certaine situation et en même temps, tu t'étais mis à l'écart. Donc, tu as vraiment ce côté de se chercher. Et là, aujourd'hui, dans cet univers extrêmement féminin, tu dis finalement, je me suis rendu compte que j'étais trop masculine et donc du coup, j'ai un peu changé. T'es où, toi, là-dedans? Parce qu'en fait, tu parles beaucoup de justement être toi-même. Est-ce qu'au fil de ces expériences, est-ce que tu sais à peu près où tu te retrouves dans ces différents codes? J'arriverai pleinement à répondre à cette question peut-être dans 10 ans. Je pense que je serai toujours dedans et en même temps dehors. Parce que je serai toujours pleinement engagée dans mon travail pour les équipes, pour les clients et pour l'entreprise parce que j'aime ce que je fais et je suis naturellement plutôt à avoir envie de faire des trucs. Donc ça, je le serai toujours. Et en même temps, j'aime beaucoup garder une certaine forme d'indépendance, d'esprit libre et d'esprit critique. Et du coup, dans des entreprises qui peuvent être assez enveloppantes, forcément, donc une certaine façon de penser et de se comporter, enfin forcément, quand tu tiens à garder un certain équilibre et une certaine liberté de penser, bah forcément, à un moment donné, t'es dedans, mais t'es pas complètement dedans, quoi, je pense. Même si, enfin, objectivement, je suis pleinement intégrée. Il y a aucun sujet, quoi. Mais c'est peut-être plus dans la façon d'être. Mais cette façon d'être me permet aussi de pouvoir me sentir autorisée à dire et faire aussi ce que je pense, quitte à ce que ça ne plaise pas. Ou à ce que ça ne soit pas dans ce qu'on attend, dans la réponse ou le contenu qu'on attend à ce moment-là de moi. Mais c'est... Je pense que la liberté de ton et l'esprit critique, c'est pas simple, mais qu'il faut absolument le garder. Et pour faire preuve d'esprit critique, il faut savoir habiller la forme, mais sans jamais trahir le fond, quoi. Qu'est-ce qui fait que c'est pas simple, selon toi? J'ai donné un exemple assez récemment. Quelqu'un poste sur un réseau tel client est en surperformance, il a fait plus de 20% de croissance au premier semestre, blablabla. Bla, bla, bla. Et moi, je regarde le truc, je suis choquée, je me dis, mais note pour plus tard à réfléchir, quand cela deviendra-t-il has-been de ne communiquer que sur de la croissance de chiffre d'affaires comme signe de prospérité? Et au moment où je dis ça, après je poste le truc, je me dis, mais c'est vraiment ce que je pense, je veux dire, mais quand est-ce qu'on va arrêter de parler de ça? Et au moment où je poste le truc, je me dis, mais c'est quand même la dirigeante qui a posté le truc. Comment ça va être reçu? Putain, Mylène, est-ce que t'as pas fait une boulette, quoi? Parce que ça peut être aussi interprété comme, attention, t'es en train de dire que la présidente qui, du coup, montre qu'un client est en surperformance, t'es en train de dire, mais en fait, c'est has-been d'être comme ça. Et du coup, le raccourci peut être très, très facile en disant, elle dit que la présidente est nulle. Alors que pas du tout. Je remets juste en cause la manière dont est communiqué un contenu. Et donc, le problème en France, c'est que on a du mal à appeler un chat un chat. Quand tu remets en question, par exemple, typiquement dans cet exemple-là, tu remets en question le quoi, donc le what. Intrinsèquement, en France, ça remet en question la personne, le qui, le où, comme on dit. Et donc, c'est compliqué. Et donc, il faut toujours... Alors, en l'occurrence, là, ça n'a pas du tout été compliqué. Tout le monde a dit oui, c'est vrai que c'est surprenant de encore continuer à communiquer comme ça, etc., etc. Il faudrait tous qu'on se mette clairement à réfléchir sur comment qualifier la prospérité aujourd'hui dans un monde sur une trajectoire à plus de degrés. Même s'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent, il faut que ça tienne la masse quand même pour qu'on puisse faire les choses différemment. Souvent, maintenant, à chaque fois que je dis un truc, je me dis, putain, Mylène, est-ce que t'as pas été trop loin? Est-ce que la forme était bonne? Est-ce que, etc. Donc, c'est un vrai travail d'équilibriste. Ça demande énormément d'énergie et ça marche pas toujours, hein. Parfois, même si le contenu est vrai, le message reçu par l'ensemble de l'organisation, c'est elle a dit que machin était nul ou elle a critiqué truc, alors que non. Je sais pas si c'est français ou pas. Je sais, en tout cas, en France, il y a plein de trucs où on n'appelle pas un chat, tu vois. On dit technicien de surface pour dire femme de ménage ou homme de ménage. Enfin, tu vois, on dit que c'est le pays de la liberté. Oui, enfin, la liberté bien habillée. Faut savoir être présentable et présenter, et ensuite les portes s'ouvrent. Tu parles beaucoup de présentable, de façon de parler, de se travestir, d'avoir le bon ton. Tout à l'heure, tu as dit le bon ton. C'est quoi pour toi tous ces codes? Tu les décrirais comment? La réponse dépend de qui t'as en face de toi. Ok. Le bon ton, ça dépend de l'univers de la personne que tu as en face de toi. Et donc, il faut être
faut être malin et assez caméléon pour savoir qu'est-ce qui est le bon ton. En fait, quand je réfléchis, le bon ton, c'est surtout une question d'ego derrière, et d'ego de la personne que tu as en face de toi, parce que typiquement, plus il y a d'ego, plus tu sais qu'il faut que le ton soit sous-entendu et assez arrondi, quoi. Mais si tu as en face de toi quelqu'un qui a pas forcément d'ego et qui plutôt bien dans ses baskets, la question du ton viendra moins. Après, il y a la question que tu m'as posée aussi de la présentation. Alors, j'ai un métier de conseil, donc évidemment, il y a cette image du pingouin en cravate tiré à 4 épingles. Ça n'a jamais été mon cas. Je reste quand même présentable, attention, j'arrive pas en poum-poum short, décolleté pas possible face à un client. Je reste assez sobre pour que justement l'échange ne soit absolument pas sur la présentation, mais vraiment sur le fond. Mais donc la bonne présentation, c'est la présentation qui te permet d'être accepté tacitement par la personne que tu as en face de toi. Et donc, parfois, il faut s'habiller en fonction de ça, et parfois, il faut volontairement se la jouer plus cool parce que tu sais que tu vas aller chercher peut-être plus de l'informel. Donc, du coup, tu vas adopter un ton plus cool et une présentation plus cool. Ouais, j'ai envie de te poser une question avec tout ça. C'est qu'est-ce qui fait que tu es bien dans tes baskets ? Et peut-être que je vais prolonger la question de à quel moment, finalement, tu te sens à ta place ? Moi, je suis hyper bien dans mes baskets quand je sens que j'ai fait bouger un petit peu les choses, bouger un petit peu les lignes, et qu'une graine a été plantée. Elle germe pas toujours tout de suite, parfois ça met du temps, mais je suis bien dans mes baskets quand je sens que les conseils que j'ai pu donner à un instant T, à une personne ou à un collectif, sont intégrés. Ce qui fait que je me sens bien, c'est que quand je sens que ça bouge, quand je sens que ça avance, quand je sens que je suis écoutée. En fait, je vais te répondre par l'inverse. Je sais tout de suite quand est-ce que je me sens pas à ma place. Quand je sens que ça bouillonne. Quand je sens que ça bouillonne et qu'il y a des décisions stratégiques à prendre et que on me demande à la volée mon avis ou qu'on me le demande pas. Alors là, là, je me sens pas à ma place. Et du coup, ça va pas. Ça va pas parce que du coup, moi, je bouillonne un peu, je rumine, je dis mais c'est pas possible, ils vont pas faire ça. Non mais je leur ai dit, non mais je comprends pas. Non mais enfin, voilà, je bouillonne quoi. Et donc là, je suis pas à ma place. Mais quand j'ai l'occasion, le moment est là, et je crée les conditions pour que ce bouillonnement puisse s'exprimer, là, je me sens à ma place. Quand t'es entendue. Quand je suis entendue, ouais. Je voulais te poser une question par rapport au pouvoir en tant que tel. On a parlé de directrice, tu as parlé de prise de parole. Ça veut dire quoi le pouvoir pour toi ? Le vrai pouvoir. Parce que t'as le pouvoir qui est détenu par le statut. Et donc le statut, les gens sont directeurs. Et donc ils ont forcément une certaine forme de pouvoir parce qu'ils ont le dernier mot, parce qu'ils ont des ressources, parce qu'ils ont des moyens, etc. Ça, c'est un pouvoir, je dirais, de statut et d'autorité. Et donc, tu as le pouvoir de ne pas faire changer les choses, comme tu as le pouvoir de faire bouger les choses. Et pour moi, le vrai pouvoir, c'est le pouvoir d'utiliser ses ressources et ses moyens et ses convictions pour faire agir, pour faire évoluer les choses et pour les faire changer. Voilà, on a beaucoup aussi de questions, tu sais, sur pouvoir versus influence, etc. Aujourd'hui, pour avoir vraiment du pouvoir, et grâce aux réseaux sociaux aussi, c'est aussi se dire, mais comment je veux influencer ce monde et comment ma façon d'exercer mon leadership influence-t-elle les autres, en bien ou en mal, parce que dès que tu prends une décision, de toute façon, ça a une influence sur ton organisation. Dès que de n'importe quelle posture, en fait, a une influence. Donc, pour moi, le pouvoir classique, c'est du coup attribuer les différentes attributs du pouvoir pour décliner quelque chose, une volonté, une vision. Mais le vrai pouvoir, en tout cas moi, celui que j'aime, c'est celui qui va influencer, pousser et réinterroger les choses pour qu'on puisse du coup aller dans une autre direction que celle qui est déjà toute tracée. Pourquoi changer de direction ? Mes convictions sur le monde à venir et la survie de l'espèce humaine dans un monde à plus 2, 3 ou 4 degrés en fonction des scénarios que l'on va prendre. Changer le monde parce que tel qu'il est pensé et fait aujourd'hui, on va droit dans le mur. Heureusement, on est de plus en plus à s'en rendre compte. Il y a tellement d'exemples qui nous montrent que on n'est pas sur la bonne direction, mais il y a aussi
tellement de travail à faire pour nous reprogrammer individuellement puis collectivement qu'on a beaucoup de pain sur la planche. Et pourquoi faire évoluer les choses? Mais pour notre propre survie collective, en fait. Tu disais tout à l'heure, quand on prend des décisions, elles ont un impact, bien ou mal. Qu'est-ce qui, toi, te fait décider que l'impact est le bon? La question du bon et du mauvais est éminemment personnelle, parce que et puis très morale, en vrai. C'est bon, c'est mal de faire ça. Moi, je prends mes décisions, les arbitrages que je les prends en fonction de mes convictions. Et une conviction, par essence, de toute façon, c'est sujet à polémique. Mais j'ai quelques convictions qui, personnellement, j'estime, vont dans le bon sens pour créer un monde meilleur, c'est-à-dire où il y a plus de paix qu'il n'y a de guerre, il y a plus d'avancées sociales qu'il n'y a de super profits, etc. Pour moi, ça, c'est ma vision de ce qu'est un monde prospère, pour reprendre les expressions. Et donc, j'ai quelques convictions qui m'aident à faire des arbitrages. Et ça, je pense que quand tu prends des fonctions de direction, moi, je dis toujours à mes équipes, et je leur dis très tôt, de commencer à se forger déjà des convictions, parce que à un moment donné de leur carrière, si elles prennent du poste de direction ou pas, parce que même quand tu es face à un client, tu prends des décisions et du coup des arbitrages qui du coup influencent ou non l'organisation, mais aussi le sujet, le projet dont il est question. Et donc ces convictions-là, je pense qu'il faut en prendre conscience et se les former. Et puis c'est un travail continu, en fait. Moi, à 35 ans, je dis pas j'ai des convictions sur tout, je connais tout. Non, il y a des sujets où j'ai peut-être parfois revu mes convictions, où je les ai peut-être changées parfois, mais je pense que avoir ces convictions, c'est la boussole qui te permet de savoir concrètement comment tu sais si une décision est bonne dans ton univers, dans ton propre référentiel, ou mauvaise. Et encore une fois, ça, c'est discutable parce que ça dépend de ton propre univers et de tes convictions et tes idées sur le monde. Mais ma façon de voir si une décision est bonne ou mauvaise, c'est est-ce qu'elle est en accord ou non avec mes convictions? Est-ce que oui ou non, ça contribue à initier le mouvement vers un futur plus souhaitable collectivement ou pas? Est-ce que ça transcende un peu les choses et que ça crée une autre façon de faire pour se dire que c'est possible de faire différemment ou pas? Et c'est comme ça que, à mon niveau, je me dis j'ai pris la bonne décision, ou je n'ai pas pris la bonne décision, ou j'ai donné le bon conseil, ou je n'ai pas donné le bon conseil. Dans cette lignée-là, je voulais te poser une question par rapport à ton métier, puisque tu as un métier d'accompagner les transformations et de créer de l'impact. Tu penses quoi de cette mouvance qui dit que le changement viendra des femmes? Je pense que le mouvement vient des femmes. Je vais parler du sujet de la transition écologique. Et il y a des études qui le montrent, que de toute façon, au sein d'un foyer, typiquement, la prise en compte des aspects écologiques, alors sur des éco-gestes basiques, le tri déchets, etc., c'est comme l'univers du domestique est plutôt pris en charge par les femmes. Du coup, sur ces sujets-là, c'est avant tout des prises de conscience qui sont faites par des femmes et qui sont opérationnalisées aussi par des femmes. Donc, je dirais que oui, ça peut venir des femmes, mais j'ai aussi plein d'exemples d'hommes qui switchent complètement, qui poussent aussi leur famille à repenser complètement. Donc, il y avait un livre de Michel Serres qui disait La Petite Poussette, et qui disait que le changement allait reposer sur ces femmes qui collaboraient entre elles pour créer des nouvelles pratiques, des nouvelles essences et nouvelles façons de faire. Donc, j'aurais tendance à dire que ça peut pas se faire sans l'homme. De toute façon, la femme a un rôle primordial à jouer, qu'en fait on a tous un rôle à jouer, et qu'il faut peut-être dépasser ce débat, est-ce que c'est une femme ou est-ce que c'est un homme? En fait, on a besoin de gens, en fait, donc il faut y aller, quoi. Faut y aller. Et si c'est des femmes, c'est des femmes, et si c'est des hommes, c'est des hommes. Puis allons-y, quoi. Et dans le fond, est-ce qu'on a vraiment le temps de se poser cette question de est-ce que c'est grâce aux femmes plus qu'aux hommes? Franchement, tous ceux qui ont envie d'y aller, on y va, quoi. Si tu devais donner un conseil à la personne que tu étais avant de devenir directrice, ce serait quoi? Ou avant d'intégrer un Codirand? À l'époque, ça se faisait pas tant que ça, les podcasts, mais je dirais parle peut-être un peu plus à des pairs et un peu plus de coups d'avance sur ce que toi tu veux, sur ce que ça veut dire, ce que ça veut être. Peut-être un peu plus intégrer des réseaux de femmes ou des choses comme ça pour pas avoir à tout apprendre en live, quoi. Avoir eu peut-être quelques petits coups d'avance, ça aurait été bien. Donc en écoutant, en partageant avec des pairs ou avec
avec d'autres femmes qui étaient passées par là. Je pense que ça aurait pu aider. Rejoindre des réseaux pour savoir un peu plus sur quoi s'attendre, quoi. Qu'est-ce que tu souhaites pour les générations de directrices à venir ? Alors, les générations de directeurs et de directrices, en fait, parce que je pense qu'il faut... je te dis, on a besoin de tout le monde. Alors, j'ai 2 conseils. Un, très opérationnel, très pratico-pratique, parce que j'aime bien les trucs simples et efficaces, c'est se faire un petit lexique du politiquement correct, tu vois, de formulations toutes faites à l'écrit ou à l'oral qui sont un peu des bouées de secours. Quand tu as envie de dire les choses et qu'en fait, tu sais pas comment les dire parce que c'est compliqué, ça s'apprend. Donc un petit dictionnaire d'expressions toutes faites, typiquement quand tu veux dire il serait peut-être temps d'accélérer. Il y a une formulation que j'aime beaucoup, c'est je vous laisse le soin de blablabla. Ça marche très très bien. Tu vois des petits mots bouées de secours comme ça que tu peux te raccrocher, qui sont des formulations qui ne blessent l'ego de personne et qui font comprendre doucement les choses. De bien penser à la forme et au fond, parce que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. C'est pas de moi, c'est de Victor Hugo. Donc ça, c'est le conseil pratico-pratique. Et le conseil un peu plus philosophique, si je puis dire, c'est d'écrire chaque année sur un petit journal où on veut, en fait, d'écrire les enseignements qu'on tire et les convictions qu'on tire de l'année qu'on a passée. Alors aussi bien sur le point pro que sur le plan perso, sur il y a eu telle problématique, sur tel projet, ce que j'en ai retenu, c'est ci, c'est ça, pour au fur et à mesure se forger ses convictions, parce que comme je le disais, assez rapidement, on est amené à prendre des arbitrages, et ces arbitrages, pour se regarder droit dans la glace, il faut qu'on les appuie sur ses convictions. Donc voilà, j'invite tous les futurs directeurs ou directrices à écrire et prendre ce temps du pas de côté pour formaliser les convictions qu'ils ont pour le monde de demain. Et du coup, dernière question, selon toi, qu'est-ce qui doit fondamentalement changer dans les entreprises ou la société pour arriver à une égalité de pouvoir ? Égalité de pouvoir sous-entendu entre les hommes et les femmes. Évidemment. Le plus dur, la culture. Le plus dur à changer, ce qu'il faut changer, je pense, c'est la culture, et ça change. Sauf que le problème des changements culturels, c'est qu'on est sur des rythmes très, 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 très longs, très, très, très lents. Et donc, faire changer la société, c'est intrinsèquement faire changer sa culture. Et ça commence par s'attaquer à des artefacts. Donc, il y a la loi qui... du coup, légifère, puisque c'est son rôle, pour mettre de plus en plus de femmes à des postes de direction. Mais j'aurais tendance à dire que c'est très bien de mettre des femmes au poste de direction, mais s'il y a juste 3 femmes dans un codir et que tout le reste est 100% masculin, est-ce que ça marche vraiment ? Je suis pas sûre. Il faut faire changer les mœurs, il faut faire changer la culture. Ça commence par, de toute façon, légiférer. Ça commence aussi par se poser la propre question à son échelle de dans quelle mesure, moi, je reproduis des schémas qui ne me vont pas, et comment je peux, dans mon comportement, à mon niveau, faire changer les choses. Déjà, si on commence par ça, par exemple, refuser dans une équipe 100% masculine, de forcément prendre les notes, parce que de toute façon, les femmes font mieux ça que les hommes. C'est qu'un exemple, mais du coup, se dire où est-ce que moi, à mon niveau, je peux faire changer les choses, c'est ce qui est de plus accessible pour montrer qu'un autre chemin est possible sur des petites choses, mais qui, en fait, sont des artefacts, des attributs que l'on peut facilement faire évoluer. Merci. Merci, Nelly. Si cet épisode vous a plu, dites-le moi dans les commentaires et avec des étoiles. Vos retours sont précieux, vos partages aussi, si vous pensez que cet épisode peut parler à votre entourage. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram et LinkedIn, et je vous retrouve avec plaisir au prochain épisode.